Hello. Je vais parler de l'ego. J'en ai marre qu'on tape sur l'ego. J'en ai marre qu'on le diabolise, qu'on l'utilise comme bouc émissaire. Je sais pas, est-ce que vous êtes au courant que si vous êtes là, en train de regarder cette vidéo, ce qui est une très bonne chose, c'est grâce à votre ego. Les personnes qui ont des notions en psychologie et tout ça, bon, je vais peut-être pas vous apprendre grand chose, quoique, sait-on jamais. Apprenez-moi aussi des choses en commentaire, j'aime bien. Ouais, non, en fait, c'est quoi ce bordel, quoi? Je vais vous dire pourquoi j'aime l'ego et pourquoi j'ai envie de dire merci à moi-même à travers mon ego, dire merci, parce que l'ego c'est juste une partie de moi. C'est une partie de moi et en fait je vais expédier la définition dès maintenant en disant que je vais partir du fait que l'ego c'est l'instinct de survie personnifié. Ok. Ouais, alors c'est quoi le boulot de l'ego? Le boulot de l'ego c'est, selon moi, mais pas que de moi, je souligne un petit détail là-dessus, c'est que ouais, là je me place un peu dans la position du sachant, je parlais avec assurance. C'est un ensemble de mes réalisations, de mes réflexions, pas mal de mon expérience et des différentes formations aussi que j'ai suivies. Je ne suis pas le seul à penser de cette manière. Faites votre tri. Moi je parlais avec assurance, je ne vais pas prendre trop de pincettes et tout ça à partir de maintenant. Je vous fais confiance de votre côté que vous fassiez ce que vous voulez. Je suis en train de parler comme si j'avais du pouvoir sur vous. C'est pas vrai, n'est-ce pas? J'espère. J'espère. Je suis déjà assez lourd à porter tout seul, moi-même. J'ai pris quelques notes pour garder un fil conducteur. Ça me réussit décidément, tant mieux. Bon, à quoi sert l'ego? L'ego c'est, j'ai dit, instinct de survie personnifié, c'est notre système de défense, de protection. C'est un gardien, ça nous protège de l'extrême violence du monde. Oui, le monde est cruel, le monde est violent. Je vais vous le montrer très facilement. L'ego se construit quand on est enfant, ok? Ça c'est très jeune. Même au bout de quelques mois, ça commence. Nous sommes enfants, nous sommes en pleine croissance, nous sommes vulnérables, nous avons des besoins, comme tout être vivant, et surtout nous sommes dépendants. C'est ça le truc qui va changer beaucoup par rapport à aujourd'hui. Alors déjà aujourd'hui, si vous êtes adulte, adulte au sens classique du terme, si vous avez la vingtaine, vous êtes en principe plus construit et fonctionnel que quand vous aviez 1, 2, 3, 4, 5 ans. Là, quand tu es gamin, nous sommes vulnérables, nous avons des besoins et surtout nous sommes dépendants. Donc potentiellement super impuissants si on veut quelque chose et que les parents, on dépend de nos parents, les parents ou ceux qui font office de parents, ne nous le donnent pas, nous donnent pas accès à ce dont nous avons besoin. Là, on peut se sentir extrêmement impuissant. L'impuissance à partir d'un certain stade, ça fait vraiment péter un câble. Donc, quelques exemples de besoins humains, surtout enfants, très simples et pas si évidents à recevoir, à avoir accès dans ce monde d'aujourd'hui du moins. Sécurité matérielle, sécurité affective, recevoir de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de la considération, de l'altérité, de l'empathie, de la reconnaissance, de la nourriture de qualité, variée, que nous puissions choisir parce que nos besoins évoluent d'heure en heure, de jour en jour. Besoin de liberté, d'aller expérimenter, de répondre à notre curiosité, de découvrir. C'est évident dit comme ça, mais en fait nous sommes peu, franchement, je prétends, nous sommes peu aujourd'hui à avoir reçu à peu près tout ce dont nous avions besoin pour pas avoir à trop sacrifier des différentes parties de notre être, à pas avoir eu besoin de construire un ego solide, sophistiqué, coriace et tordu qui tienne bien la route. Merci ego d'avoir bien tenu la route parce que, plus de batterie. En ce qui me concerne, si mon ego ne s'était pas
sculpté de cette façon-là, avec les composantes que j'avais, avec les ressources que j'avais et que je n'avais pas face à cet environnement et tout ça, en continu tous les jours, pendant des semaines, des mois, des années, comme ça, de manière si impitoyable dans mon vécu. Si mon ego ne s'était pas construit, ne s'était pas sophistiqué, je ne serais pas là de cette façon. Je serais probablement mort, tué, ou je me serais suicidé plutôt. J'ai pensé plein de fois à me suicider. En prison, parce que j'aurais senti besoin de soulager ma biologie en défonçant tout ce que je veux, tout ce qui m'entoure, les personnes, tout. J'aurais eu envie de tuer et je l'aurais fait. Si j'avais pas pu me rentrer dans un contrôle extrême pour évacuer la souffrance en fait. C'est une stratégie comme une autre. Ou en hôpital psychiatrique. Voilà. Et on m'aurait justement achevé. J'aurais essayé de me tuer, je pense, parce que les hôpitaux actuellement, ça m'enchante pas. Donc ouais, l'ego, merci ego, merci stratégie d'ego, merci personne, merci personnalité, parce que la construction des stratégies de l'ego, c'est la construction de la personnalité. Et ces stratégies d'ego qui vont se construire en fonction de cet environnement, c'est une capacité d'adaptation. C'est le système nerveux et plus nos ressources cognitives du moment et tout ça, qui vont s'adapter à un stress extrême pour essayer de tenir le coup. Si j'invente, si je suis un gamin et que c'est même pas si, je suis un gamin, j'ai besoin, j'en sais rien moi, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin qu'on m'encourage, qu'on me soutienne, voilà. Et que mes parents ne m'en offrent, mes parents ou mon entourage, ma famille proche, mon environnement, ne m'en donne qu'un tout petit peu seulement quand j'ai tel comportement. Je suis pas taré quoi, je vais survivre moi. Du coup, je vais adopter ces comportements, je vais commencer à construire cette forme définie, ce masque, cette statue si vous voulez, cette chose qui va probablement se cristalliser si je suis amené à avoir sans arrêt ce comportement pour avoir des miettes et survivre, pour essayer de me construire tant bien que mal. Là pareil que beaucoup d'autres de mes vidéos, je parle d'un contexte de carence et pas d'abondance. Et s'il y a l'abondance, elle compte pas vraiment puisque je n'arrive pas à y accéder, ça n'arrive pas jusqu'à moi, je peux pas recevoir. C'est la nuance que j'ai envie de faire d'ailleurs maintenant, j'avais peur d'oublier, ça tombe très bien que j'y pense maintenant. C'est les parents qui disent, bon il y a des fois ça arrive, des gamins, ados ou adultes se rendent compte qu'ils se sont fait carotte en quelque sorte, dans le sens où ils avaient vachement besoin de certaines choses pour construire, ils n'ont pas eu. Et ils ne peuvent pas vivre leur impuissance. Ils vont aller voir les parents, ils vont leur dire ouais vous êtes des enculés et tout, moi j'avais besoin de ça, tu m'as forcé à ça et à ça, il y a eu plein d'injustices, tu m'as mal nourri, j'étais pas en sécurité et tout. Et le parent qui est mal à l'aise et qui répond à un truc du genre ouais mais ouais t'exagères et tout, tu racontes des conneries. Moi je me rappelle quand tous les jours t'avais à manger, tous les jours t'avais ça dans ton assiette. Ou la réponse du genre mais non t'étais en sécurité, oui dehors c'était dangereux, je sais pas moi, il y avait des chiens, il y avait des voitures qui fonçaient dans tous les sens, il y avait l'orage et tout. Bah non, toi t'étais à la maison, t'étais à l'abri, t'étais en sécurité. Alors arrête de venir m'emmerder, t'étais en sécurité. Peut-être que oui, mais il y a une distinction quand même à faire là, parce qu'on parle de l'humain. Cet enfant à ce moment-là, peut-être qu'il était à l'abri de tel danger, oui, factuellement quand on observe de l'extérieur. Ce qui fait mettre des guillemets à factuel d'ailleurs. Ouais mais comment il se sentait l'enfant? Parce que oui d'accord, mais l'enfant s'il se sent en danger, se sent effrayé, c'est ça qui compte, c'est ce qui est en train de se passer dans son corps, dans ses émotions, dans son système. Son système est dans un stress extrême à ce moment-là. Et il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits à ce moment précis, besoin d'être rassuré, besoin d'être enveloppé et autres. C'est ça qui compte, c'est pas juste l'effet, c'est pas juste analyser la situation qui va changer un truc. Il y a cette distinction-là à faire à mon avis, et du coup c'est ce qui compte, c'est comment on se sentait à ce moment-là, c'est ça notre réalité intérieure. C'est ça qui va impacter notre construction, notre psyché, notre croissance au sens le plus global possible.
Et à cette époque-là, nous sommes très malléables. Après, ça se solidifie. Okay, donc c'est vraiment une phase importante, une phase clé. Donc pour revenir à cet ego, il va me permettre de survivre, de faire avec les moyens du bord. J'ai peu de ressources, j'ai peu de capacités comparé à un adulte. Je ne suis pas autonome, très peu en tout cas. Justement, c'est ce brin d'autonomie, l'ego, la puissance du système nerveux et la complexité de l'être humain, de pouvoir établir des stratégies comme ça pour tenir le coup. Et des enfants qui vont se suicider, qui vont fuguer, tout ça, c'est des démonstrations d'instinct de survie puissant. Donc, j'ai mon petit papier là. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de la composition de ces stratégies d'ego. En gros, ces stratégies d'ego, ça consiste en quoi? Ça consiste en un amas de stratégies de manipulation, de se manipuler soi-même, de se traiter comme un objet, de manipuler son environnement, les autres, de se raconter un tas d'histoires pour tamponner, ce sont des filtres qui vont nous permettre d'avoir un contact indirect, pas trop direct avec le monde, parce que ce monde a été cruel. Ce monde, en quelque sorte, il est difficile, il est très violent. Et c'est trop pour un gamin, c'est juste trop. On n'est pas équipé pour ça. Alors juste pour pas péter un câble, pour pas avoir les neurones qui grillent, pour avoir le système nerveux qui fait écran bleu, quoi, voilà, t'as le processeur qui grille. On est obligé en fait de se raconter des histoires, se raconter que tout ce qui nous est arrivé, c'est notre faute, que si on n'a pas reçu d'amour, c'est parce qu'on n'était pas aimable, qu'on va devenir les parents de nos propres parents pour pas vivre la réalité qu'en fait on était des gamins, qu'on était enfant, qu'on était impuissant, qu'on avait besoin et qu'il n'y avait pas. C'est impossible, c'est insupportable. Du coup, on doit se raconter des histoires pour tamponner un peu la chose en fait. C'est des filtres comme des lunettes à couleur. Ça pouvait pas être autrement. Et putain, merci, sinon je serais pas là en fait. Oui, c'était super dur. Mais je préfère que ce soit hyper dur et que j'en chie et que je survive. Bon, ça peut quand même me laisser un putain de goût de lassitude derrière et de plus avoir envie de vivre, mais au moins j'ai tenu le coup autant que je pouvais. J'ai honoré la vie en moi. J'ai fait tout ce que je pouvais pour survivre. Et l'ego est le principal moyen dans ce monde en tant qu'être humain. Donc putain, merci. Merci à moi-même à travers mon ego. Donc ces stratégies d'ego, ça va être diverses croyances. Quand je dis se raconter l'histoire, ce sont diverses croyances. Des croyances qui vont être des prémices, des bases de raisonnement et on va tisser autour de ça. Et ça va jouer sur notre discernement, sur nos opinions, sur nos goûts, sur nos points de vue. Même des personnes qui sont des scientifiques qui essayent d'être le plus objectifs possible, qui observent, qui essayent de faire vraiment la part des choses. Ils sont aussi influencés par leur stratégie d'ego. Les opinions, leurs sources sont affectives. Je sais, ça va hérisser des poils, ça va faire chier. Je suis pas le seul à dire ça. Je suis content de pas être le seul. Je suis pas le premier à en parler, je serai sûrement pas le dernier. Je suis content d'être cette personne de plus qui souligne ça. En espérant que ce que je dis ne soit pas trop dur. Je compte sur vous pour que vous preniez soin de vous. Vous n'êtes pas obligé de continuer à regarder la vidéo ou de prendre au sérieux ce que je dis. Croyances, des amalgames. Dans les croyances, on va faire des putains d'amalgames. C'est comme quand il t'arrive un truc, tu es stressé, un truc stressant. Tu te crispes, tu montes les épaules, tu contractes le ventre, tu fais une grimace. C'est dur, c'est normal, c'est un réflexe. Autre exemple, toujours rester dans les choses plutôt physiques, c'est plus simple je trouve. Je tombe, je me blesse, je me tords le cou de l'épaule, je vais voir l'ostéopathe, ensuite l'ostéopathe va me faire constater, si je n'avais pas remarqué moi-même, que la zone tout autour est hyper tendue et contractée. C'est pour immobiliser. Ce sont des réflexes de survie pour protéger la zone. Bon, si pour X raison, cette blessure ne se soigne pas, ne guérit pas d'elle-même, les crispations vont rester, peuvent se cristalliser, il y a une mémoire qui s'installe. C'est une mémoire résiduelle. Il y a probablement aussi une charge émotionnelle dedans, de la peur et tout ça qui est resté figé dedans. Au niveau chimique et tout ça, les émotions c'est aussi de la chimie.
Enfin bref, nous sommes des êtres chimiques, électriques, électromagnétiques et tout. C'était obligé qu'à un moment donné dans la vidéo, je commence à me perdre dans les détails. Croyance, amalgame, c'est ça. Donc je prends l'exemple de la crispation. En fait, imaginez qu'au niveau psychique, c'est pareil. Au niveau intrapsychique, il y a une crispation qui se fait, ça s'agglutine. C'est comme aussi au niveau en physiologie, quand on constate dans le sang, il y a certaines conditions dans lesquelles les globules rouges vont s'agglutiner, vont se resserrer, s'agglutiner. Souvent, c'est pas très bon signe. Sans jouer les médecins, c'est pas très bon signe au niveau santé, au niveau fonctionnement et santé. Pareil dans la psyché, dans le cerveau, il y a comme des nœuds qui se font. On va amalgamer des notions, on va essentialiser, simplifier les choses pour s'en sortir, pour essayer d'avancer, de rester un minimum fonctionnel dans ce monde compliqué. Compliqué avec beaucoup de facteurs en même temps. Et amalgame, je réfléchis à peut-être faire une vidéo sur les amalgames. Je sais pas comment je ferai. Si je fais une vidéo où je parle de plein d'amalgames pour donner une idée, amener un peu de conscience dessus, ou bien je fais une vidéo par amalgame. Je vais voir. Je vais voir jusqu'à où je me sens compétent aussi, parce que voilà, là je vous partage un petit truc. Je suis en train de faire une introduction sur Lego parce que j'ai envie de faire des vidéos à propos de Lego et rajouter des éléments. Donc ça va servir de fondation. Des amalgames, par exemple, mélanger, abandonner, laisser, refuser et rejeter, responsabilité, culpabilité, croire que c'est la même chose, amour et possession, attachement et possession, souffrir et être en lien, etc., etc. Souffrir avec quelqu'un, croire que si je souffre, la personne souffre en face de moi, je suis en lien. Non, pas forcément. Il y a plein d'amalgames comme ça qu'on fait. Qui sur le moment nous sauve la vie. On a besoin de se raconter des histoires pour tenir le coup, sinon on le fait pas. C'est la nature. La nature est efficiente dans le sens où elle va trouver les meilleures stratégies possibles avec les ressources disponibles. Dans le sens où je dis, je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là avec ce que j'avais, ce que je n'avais pas et ce à quoi j'étais confronté. Mes ressources étaient limitées. L'ego s'est sculpté autour de ça, avec ce que je pouvais. Et bien sûr, nous sommes tous très inégaux, on n'a pas tous les mêmes réserves et on n'a pas tous la même puissance nerveuse de naissance. Donc des tensions psychiques, physiques. Les amalgames, ce sont des nœuds conceptuels en quelque sorte. Ce sont des nœuds conceptuels, on mélange des choses. C'est la même chose que quand on a la tête dans le guidon qu'on ne peut pas prendre du recul. Nous sommes tellement pris dans nos émotions qu'on ne vit que partiellement, qui essayent de, comment dire, on n'arrive pas à prendre le temps de vivre ces émotions de peur, de frayeur ou que sais-je, et on est dedans en train de lutter dans un entre-deux et ça nous monopolise notre énergie et on n'a pas la capacité cognitive à ce moment-là de prendre du recul et de rationaliser. Ou si jamais on rationalise, on est dans quelque chose où on va boucler et au contraire on ne prendra pas en compte les autres éléments importants tels que des émotions clés pour se sortir de cette situation avec plus de lucidité. Donc je parle d'incapacité là, d'impuissance. Et enfin, pour finir avec qu'est-ce que c'est que ces stratégies d'ego, ma liste n'est pas complète. Je donne quand même un peu de matière, j'ai envie de donner un peu de matière. Tout en, voilà, sachez que je donne de la matière sans que ce soit entier, c'est pas complet. Là vous avez des informations succincte. Mais ça me paraît être un bon début. En tout cas, je suis content de faire cette vidéo là et que vous la regardiez, vous soyez avec moi à ce moment précis et qu'on puisse échanger et continuer en commentaire si vous le souhaitez. Les stratégies d'ego, c'est également les trans hypnotiques. Si vous voulez, c'est l'inverse de la pleine conscience. Rapidement, pareil, je pense faire une vidéo. Faites-moi signe si ça vous intéresse, ça pourrait me motiver d'autant plus. Bien que je fasse selon mon envie en premier. Transhypnotique, l'inverse de la pleine conscience. Donc la pleine conscience, pour faire minimaliste, simple, clair, direct, je suis en pleine conscience lorsque je ressens à peu près toutes les parties de mon corps et je suis conscient de mon environnement. Une manière rapide s'appelle je scanne tout mon corps, je ressens de la tête aux pieds à peu près. Globalement, je ressens tout mon corps de la tête aux pieds et
j'ai une vision périphérique et j'ai une audition à 360 degrés. À ce moment-là, je pourrais dire que je suis pleinement présent, en pleine conscience. Les trans hypnotiques, c'est l'inverse à peu près, grosso modo, c'est l'inverse de la pleine conscience. Ce sont des stratégies en temps réel pour ne pas me vivre pour pas être présent. C'est juste des stratégies pour ne pas être présent. Parce que être présent, ça peut faire putain de mal. Je suis en train de faire du vélo, tout d'un coup, j'arrive à un tournant, il y a quelqu'un qui courait, boum, on se rentre dedans. À ce moment-là, je ferme les yeux. Je ferme les yeux parce que j'ai la trouille. Je ferme les yeux, peut-être est-ce un réflexe adaptatif de se protéger pour rien prendre dans les yeux dans le doute. En même temps, c'est peut-être aussi un peu con parce que ce serait cool de voir ce qui se passe pour peut-être esquiver et anticiper. On perd 1 ou 2 secondes quand même. Et c'est aussi dire non au réel, dire non au monde pendant 1 ou 2 secondes parce que c'est trop violent, c'est trop. Les trans hypnotiques, c'est un peu ça en fait. C'est des manières de s'absenter. Ce sont des manières de ne pas se sentir pour ne pas avoir un accès trop direct avec le réel. Pour en citer seulement quelques-unes de ces trans, je ne vais pas faire la liste complète, il y en a une bonne dizaine. Trans de dissociation. C'est commun dans les traumatismes, dans les forts traumatismes tels que la violence physique, viol et tout ça. On se voit à la 3e personne. C'est comme si on sortait de notre corps. On est dissocié. On est à côté de... Putain, il m'a fait flipper ce chien. J'ai envie de lui mettre une tarte. Il a l'air tout heureux cet enfoiré. J'ai l'impression d'être à côté de moi-même en fait. Et ça peut être aigu, ça peut être un moment T, et puis hop, je reviens à peu près à une pleine présence. Et ça peut être chronique, ça peut être des années, moi pendant des années. Je le sens encore, hein. Beaucoup moins maintenant. Mais avant, beaucoup plus, et pendant des années, j'étais à côté de moi-même. Je ne pouvais pas me sentir. Comment dire ? Ouais, je vais pas rentrer plus là-dedans. Je veux juste citer quelques-unes de ces trans. Trans de dissociation, je suis à côté de moi-même. C'est comme si je me voyais à 3e personne, je suis décalé en sensation. Trans d'amnésie, un classique aussi, il s'est passé un truc trop dur, insupportable, je m'en rappelle pas. Je l'ai foutu en quarantaine, j'ai refoulé. Trans d'amnésie. Aussi l'inverse, trans d'hypermnésie. On la connaît moins celle-là. C'est quand tu te rappelles vachement d'un truc et ça te revient tout le temps. Comme les gens qui reviennent de la guerre, ils se rappellent tout le temps de certaines scènes. Ou quelqu'un qui a un putain de désir de vengeance, qui a une stratégie en général pas très efficiente. Il y a d'autres manières en général de combler le besoin qui est derrière. Mais bon, perso ça m'arrive. Là, faut que je fasse vite, j'ai plus de batterie. Je vois que la vidéo aussi commence à faire 23 minutes. Je vais essayer de terminer rapidement. C'est moi qui ai juste envie de faire des vidéos de moins 30 minutes. D'ailleurs, si vous y pensez là, j'aimerais bien avoir votre avis. Vous préférez quel format de vidéo? Ça pourrait m'influencer. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur les durées de vidéo. D'hypermnésie, donc tout le temps se rappeler d'un truc, ça peut être voilà, quelqu'un qui a un soif de vengeance, son désir de vengeance peut être alimenté par cette hypermnésie de tout le temps se rappeler d'une scène qu'il ne peut pas accepter. J'ai pas digéré ce truc, c'est juste pas possible, ça revient sans cesse. Trans d'identification. Je crois être quelque chose, je crois être mon métier, je crois être une émotion. Je suis triste, oh putain je suis triste, je me complais dedans, je crois que je suis cette émotion. Je crois que je suis ce que je sais, ou je crois être ce que je crois. Je crois, j'ai beaucoup de connaissances, je veux que ces connaissances soient rigoureusement vérifiées, la rigueur scientifique et tout ça, et je me perds dedans, je m'identifie, c'est ma raison de vivre, et si je ne cumule pas des connaissances, je ne me sens pas être. Identification à ce jeu que je contrôle aussi, etc., vouloir contrôler les autres. Trans de distorsion du temps, j'ai l'impression que le temps s'accélère tout d'un coup, j'ai l'impression que le temps se ralentit. Trans ouais, j'avais plus de batterie.
Toujours autant ébloui, je suis dans un endroit où la couche d'ozone est fine et ça, c'est une lumière qui éblouit de malade. J'étais en train d'énumérer quelques transhypnotiques, toutes ces choses qui font qu'on est dans la lune d'une façon ou d'une autre. Je vais en dire une dernière et m'arrêter là, je pense que c'est suffisant pour illustrer, donner un peu un côté tangible à ce que je dis, que ce soit pas juste que intellectuel, que vous puissiez faire des liens dans votre vécu. Il y a aussi par exemple les trans de création de sensations, par exemple avoir ce réflexe de se projeter dans le futur et d'avoir de fantasmer automatiquement sur des choses qui nous apportent des sensations agréables, un peu comme de la sophrologie automatique. Et ça nous fait sécréter certaines hormones et neurotransmetteurs qui nous amènent à une sensation plaisante et agréable pour ne pas vivre le côté dur, pénible de la réalité maintenant. Ça peut être aussi un moment où on se sent, où on n'est vraiment pas en danger. Par contre, il y a des choses, des personnes ou des situations qui nous renvoient à quelque chose du passé, et dans les raccourcis qu'on peut se faire automatiquement, ça ressemble à un truc ancien où on a peur en fait que ça recommence, ou ça nous relie à une source de souffrance qu'on avait mis entre quarantaine, qui fait partie de notre angle mort. Et à ce moment-là, il peut y avoir, par exemple, cette transe de création de sensations très agréables pour se shooter en quelque sorte, s'imaginer des trucs plaisants. Voilà pour ces exemples. Donc l'ego, c'est un peu l'essence de notre individualité. Personnellement, je ne sais pas si notre individualité n'est définie que par l'ego. J'ai pas de réponse à ça. J'ai l'intime... Marrant, c'est bizarre. J'ai l'intime impression que l'essence individuelle n'est pas composée que de l'ego. Mais ça, c'est pas le sujet en fait de la vidéo. Ce que je voulais, c'est que juste on arrête de taper dessus, qu'on y montre un minimum de gratitude, quoi, en fait. Voilà, un minimum de gratitude. Et les stratégies de l'ego, c'est des choses qui nous ont permis de survivre. C'est un espèce de plan B, si vous voulez. C'est dans la vie de tous les jours, l'ego est constamment plus ou moins actif, plus ou moins présent en fonction de la situation et tout ça. Il y a des moments où l'ego est peu actif, il y a des moments où il est plus actif. Et ça doit rien, pour moi, ça doit rien changer à l'amour que l'on se porte à soi-même et qu'on porte aux autres. Je sous-entends rien d'autre quand je dis l'amour de soi et de l'autre, ça sous-entend rien. C'est-à-dire que je peux très bien aimer quelqu'un et m'en éloigner parce que ça me fait mal et que j'arrive pas à me sentir bien quand je suis à côté d'elle. Je vais m'éloigner, mais je l'aime quand même peut-être. C'est juste, voilà, ce sera un peu une situation gênante, embarrassante pour moi. Peut-être que j'en parlerai d'ailleurs. Ce serait une manière d'être en lien sans... Bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, non, c'est bon, je pense que c'est pas mal comme vidéo d'introduction à propos des stratégies de l'ego, stratégie de survie. J'ai essayé d'expliquer un petit peu pour enlever un peu la connotation négative qu'il y a autour. C'est le gardien de notre enfant intérieur. C'est un des gardiens de notre enfant intérieur. Oui, ce n'est pas quelque chose de très efficient, c'est rudimentaire. Il n'empêche que ça nous a sauvé la vie. Et déjà, assumer notre ego, cesser de l'utiliser comme bouc émissaire, je pense que c'est déjà une bonne base pour éventuellement ensuite rentrer dans un travail de soi où on va soustraire et se dépouiller de ces stratégies-là et faire davantage place à l'être que nous sommes, éventuellement. Allez, ciao.